Imagine un instant le paradoxe suivant. D'un côté, on a une architecture étatique qui est capable d'ordonner une frappe militaire létale. Ouais. Une frappe d'une précision chirurgicale contre un bateau qui navigue au beau milieu de l'immensité de l'océan Pacifique. C'est une démonstration de force technologique et logistique inouïe. C'est clair, c'est massif. Et de l'autre côté, cette même architecture globale, elle se révèle structurellement incapable d'empêcher une fusillade dû se produire dans la cour d'un lycée banal un mardi matin. Ah, le contraste est glaçant, ouais. Du coup, on peut se poser la question, comment le pouvoir moderne, entre guillemets, a-t-il pu devenir à la fois aussi omnipotent géopolitiquement et aussi, disons-le, pathétique au niveau de la vie quotidienne? C'est vrai que la contradiction, elle est frappante. En fait, on a souvent tendance à cartographier le pouvoir comme une simple question de budget ou d'arsenal militaire. Ouais, on compte les tanks et les billets, quoi. Exactement. Mais en observant l'actualité mondiale récente, on s'aperçoit que les vecteurs d'influence, de contrôle et de sécurité, ils ne répondent plus du tout aux anciennes règles de la physique politique. C'est-à-dire, Le pouvoir se déplace, il mute. Parfois, il s'évapore complètement dès qu'on le sort de son contexte institutionnel. Et d'autres fois, à l'inverse, il se concentre avec une brutalité qui défie même les cadres juridiques internationaux. et c'est exactement l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui. À travers les dépêches qu'on a reçues, qu'il s'agisse de tournées médiatiques en Australie, de bouleversements électoraux au Canada, ou même d'opérations navales américaines et de tragédies en Turquie, il y a une trame fascinante qui se dessine. Une trame de fond, oui. On assiste carrément en direct à la redéfinition de l'anatomie de l'autorité. Bon, décortiquons un peu tout ça. Commençons par observer ce qui se passe quand on décide volontairement de se débrancher de l'appareil d'État. Ah, tu penses à la famille royale? Tout à fait. Le prince Harry et Meghan Markle sont actuellement en Australie pour une série d'apparitions qui mêlent des œuvres caritatives et des intérêts commerciaux. Et l'observation majeure des correspondants sur place, elle est clinique. L'accueil est vraiment tiède. Surtout si on compare ça à la frénésie absolue de leur tournée de 2018. Et l'analyse ambiante attribue cette chute d'intérêt au fait qu'ils n'opèrent plus sous l'égide de leurs devoirs royaux. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut disséquer la mécanique de ce qu'on appelle la projection d'influence. En 2018, la foule ne venait pas seulement acclamer deux individus. Non, c'était beaucoup plus gros que ça. Voilà, elle venait valider un lien diplomatique séculaire, en fait. La couronne britannique, en tant qu'institution, c'est une machine d'État millénaire qui précède les individus. Elle organise leur logistique avec l'appareil diplomatique des pays hôtes, elle impose un récit de continuité historique. Ouais, donc l'individu n'est que la pointe de la lance. C'est ça, l'individu c'est la pointe, mais la hampe c'est l'État. J'y vois une dynamique très similaire à celle de l'économie monétaire, personnellement. C'est la différence entre une monnaie fiduciaire classique et une crypto-monnaie. Ah, c'est super intéressant comme image. Développe un peu. Ben, en 2018, ils étaient la monnaie fiduciaire. Ils étaient adossés à l'étalon or d'un État souverain. Alors oui, c'est lent, c'est très institutionnel, mais sa valeur est garantie par la puissance militaire, diplomatique et économique d'une nation entière. D'accord, je vois. Mais aujourd'hui, en opérant à titre purement privé, ils sont devenus une crypto-monnaie. Leur valeur d'influence dépend à 100% du sentiment du marché, de l'algorithme de l'attention et surtout de la volatilité de l'opinion publique. Ah ouais, s'il n'y a plus de buzz, c'est fini. Exactement. S'il n'y a plus de buzz, il n'y a plus de réserve centrale pour les renflouer. L'analogie monétaire, elle illustre vraiment bien la fragilité de cette nouvelle posture. Quand on échange le pouvoir diplomatique contre le pouvoir du marché, on modifie la nature même de son influence. C'est-à-dire qu'on devient un produit AP. En quelque sorte, oui. Sur le marché privé de l'attention, une figure publique doit sans cesse générer des événements pour exister. Le contrat social passe d'une logique de service public majestueux à une logique de divertissement monétisable. Donc les foules australiennes de 2018 participaient à un événement diplomatique d'État, alors qu'aujourd'hui, ce sont juste des consommateurs face à une marque. Voilà, de simples consommateurs face à une marque privée. L'influence n'a pas disparu, attention, mais elle a perdu sa gravité géopolitique. Elles flottent. C'est ça, elle ne pèse plus sur les affaires du monde, elle flotte sur les tendances algorithmiques. Ce qui prouve bien que l'institution étatique agit comme un multiplicateur de force irremplaçable. L'attention médiatique mondiale, c'est sympa, mais ça ne suffit pas à remplacer la légitimité d'un mandat institutionnel. Absolument.
Et justement, si on veut observer l'effet inverse, c'est-à-dire ce qui se passe quand quelqu'un s'empare des leviers institutionnels et les pousse au maximum de leur capacité, il suffit de regarder la situation actuelle au Canada. Ah, les récentes élections? Ouais, Mark Carney et le Parti libéral viennent de décrocher une majorité parlementaire suite à une série d'élections partielles. Et ça, le basculement d'un gouvernement minoritaire vers une majorité absolue, c'est pas juste un détail technique, c'est une transformation radicale du système d'exploitation d'un pays. Ah ouais, à ce point-là? Mais oui, dans le système parlementaire de Westminster qu'utilise le Canada, la différence entre un siège de moins que la majorité et un siège de plus, c'est pas quantitatif, c'est structurel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on a souvent tendance à voir les élections partielles comme des petits ajustements locaux, tu sais, un peu de maintenance démocratique, quoi. Oui, on n'y prête pas toujours une grande attention. Voilà. Mais ici, elle débloque une capacité d'action totale. Parce que dans un gouvernement minoritaire, le chef de l'État passe, 80% de son temps à faire de la gestion de crise interne, Au bas mot, oui. à négocier avec des partis d'opposition juste pour que le gouvernement ne tombe pas lors d'un simple vote sur le budget. C'est de la survie au jour le jour. Tout à fait. Mais avec cette nouvelle majorité, on efface complètement le besoin de consensus parlementaire. Du coup, concrètement, au-delà de la survie politique, quels sont les leviers réels qui viennent d'être débloqués là? Eh bien, la première conséquence directe, c'est la vitesse d'exécution législative. Et surtout, la disparition des compromis en commission. Fini les négociations interminables. Exactement. Avec une majorité, l'exécutif contrôle les comités parlementaires. Il dicte l'ordre du jour. Et il peut même invoquer la clôture des débats pour forcer l'adoption de lois sans aucune dilution. C'est un bulldozer législatif, en gros. C'est exactement ça. Le Premier ministre peut soudainement réorienter des accords de libre-échange, modifier la politique d'immigration ou restructurer les investissements énergétiques sans avoir à marchander la moindre concession avec des factions rivales. L'État cesse d'être un espace de négociation pour redevenir un outil de projection idéologique pure, quoi. Voilà. Mais, et je me fais un peu l'avocat du diable, hein, cette consolidation, elle pose quand même une question sur la nature même de cette fameuse efficacité. Un dirigeant qui n'a plus besoin de regarder dans son rétroviseur politique, il ne risque pas de provoquer un effet de balancier extrêmement brutal pour le pays? C'est un risque inhérent, oui. Parce que le système parlementaire n'est-il pas conçu à la base pour imposer de la friction et éviter justement qu'une vision unique ne s'impose trop vite? Alors oui et non. Le système est conçu pour représenter la composition de la Chambre telle que voulue par les électeurs. La friction dont tu parles, ce n'est pas un bug, c'est vraiment une caractéristique des gouvernements minoritaires. D'accord. Mais lorsqu'une majorité s'installe, la doctrine change. Et l'impact ne se limite pas à la politique intérieure. Loin de là. Ah, ça déborde sur l'international. Évidemment, un gouvernement qui a les coups des franches à domicile redevient un acteur imprévisible et puissant sur la scène internationale. Il peut s'engager dans des traités contraignants ou des alliances militaires à long terme. Parce que les autres pays savent qu'il tiendra parole. Exactement. Les diplomates étrangers savent qu'il a désormais le pouvoir législatif de tenir ses promesses. La consolidation du pouvoir interne, c'est vraiment le prérequis indispensable pour exercer un pouvoir externe. Et cette projection du pouvoir externe, justement, ça nous amène directement à une zone extrêmement grise de l'actualité. Oui, la source sur l'armée américaine. C'est ça. Une fois qu'un État a consolidé son appareil décisionnel, il l'utilise pour neutraliser ce qu'il perçoit comme des menaces. Sauf que les menaces modernes ne ressemblent plus vraiment aux armées régulières d'il y a 60 ans. Non, la nature de la menace a complètement changé. Et c'est là qu'on arrive aux États-Unis. Ils viennent de mener des frappes militaires mortelles, avec au moins 2 victimes confirmées, contre des embarcations qui sont juste suspectées de trafic de drogue. Et ce, en plein milieu des eaux internationaux du Pacifique oriental. Cela soulève une question importante et les implications juridiques de cet événement sont massives. Historiquement, la lutte contre les réseaux de stupéfiants a relevé des agents civils d'application de la loi. La DEA, Interpol, ce genre de choses. Voilà, l'ADEA, les gardes-côtes. L'objectif, c'était l'interception, l'arrestation, la collecte de preuves. Et ensuite, un jugement dans un tribunal civil. En utilisant des frappes militaires létales, on franchit carrément un Rubicon tactique. Mais attends, est-ce que c'est vraiment une projection de force de la part de l'État américain, ou est-ce que c'est plutôt un aveu de faiblesse monumental? Ah, c'est une perspective intéressante. Pourquoi une faiblesse ? Si les agences civiles, les gardes-côtes et les douanes ne suffisent plus, et qu'on en arrive à devoir déployer la puissance de feu de la Navy pour pulvériser des contrebandiers, c'est que l'État a perdu le contrôle de l'application de la loi civile, non? C'est pas faux. Envoyer un missile sur un bateau de drogue, je sais pas,
Ça ressemble à un shérif qui utiliserait un lance-roquette pour arrêter un braquage de supérette juste parce qu'il a oublié comment mettre des menottes. L'image est forte, l'analyse de la faiblesse des agents civils se défend, tout à fait, mais il faut quand même regarder l'évolution logistique des cartels en face. Ils sont mieux équipés, c'est ça, hein? Bien plus que ça. On ne parle plus de petites embarcations artisanales en bois. Les réseaux criminels transnationaux déploient aujourd'hui des flottes entières de narcos sous-marins semi-submersibles. Des sous-marins, carrément? Ouais, ils utilisent des technologies de brouillage militaire et possèdent un budget de recherche et développement qui dépasse celui de nombreux petits États souverains. L'appareil étatique américain réagit en militarisant la réponse, tout simplement parce que la menace s'est militarisée. D'accord, l'escalade est proportionnelle, quoi. Voilà. Cependant, cela soulève un énorme problème concernant l'architecture juridique globale. L'océan, ce n'est pas une zone de non-droit. Il est régi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Exactement. Les eaux internationales, la fameuse haute mer, c'est juridiquement l'espace de tous et l'espace de personne en même temps. Le principe fondamental de base, c'est la liberté de navigation. Ce principe impose que seuls les navires militaires ou gouvernementaux peuvent exercer ce qu'on appelle un droit de visite sur des navires suspects en haute mer, et cela dans des cas très très précis comme la piraterie ou le trafic d'esclaves. Donc, tirer un missile, c'est pas vraiment un droit de visite, on est d'accord. Ah non, pas du tout. Or, traiter un navire de trafiquants de drogue non pas comme une scène de crime mobile, mais comme une cible ennemie de statut militaire, ça crée un précédent juridique complètement inédit. L'État s'affranchit du long et complexe processus judiciaire pour appliquer une élimination cinétique immédiate. On passe d'un paradigme de justice pénale à un paradigme de guerre préventive non déclarée. C'est quand même un glissement sémantique hyper dangereux, non? C'est un glissement mortel, oui. Si les États commencent à contourner le droit maritime en arguant que la menace asymétrique justifie l'élimination sans procès, on déchire la trame même du droit international. Qui décide qu'un bateau mérite d'être coulé plutôt qu'arraisonné? C'est la porte ouverte à l'arbitraire. Et plus profondément, cette démonstration de force brute au milieu de nulle part, pour moi, ça donne juste l'illusion de la sécurité. C'est du théâtre sécuritaire de très haut niveau, quoi. C'est une façon de voir les choses, oui. On pulvérise un navire à des milliers de kilomètres des côtes, on fait les gros titres sur la fameuse guerre contre la drogue, mais on n'adresse en rien la demande endémique de stupéfiants sur son propre territoire, ni les racines profondes du crime. Et cette observation fait parfaitement le lien avec la nature même de la sécurité étatique contemporaine. Les gouvernements excellent dans la création d'architectures de défense conçues pour affronter des menaces physiques, identifiables, situées bien à l'extérieur de leurs frontières. Ouais, loin des yeux. Détecter un missile balistique, traquer un sous-marin, frapper une cible mouvante dans le Pacifique, l'État possède le manuel opérationnel parfait pour ça. L'ingénierie du pouvoir est tournée vers l'horizon. Mais cette hypervigilance externe, elle masque souvent une désintégration dramatique de la sécurité à l'échelle micro-locale. Et c'est ce qui nous frappe de plein fouet avec la tragédie en Turquie dont on parlait tout à l'heure. Oui, le retour à la réalité est brutal. Pendant que des radars hyper sophistiqués scrutent l'océan, la forme la plus basique du contrat social implose. Une fusillade dans un lycée a fait au moins 16 blessés. Les forces de l'ordre sont intervenues pour sécuriser la zone après les faits. Toujours après. Et les observateurs notent bien qu'il ne s'agit pas du tout d'une anomalie isolée. C'est vraiment le symptôme d'un problème mondial croissant concernant la violence qui frappe la jeunesse. Si on relie cela au tableau d'ensemble, l'effondrement de la sécurité dans des sanctuaires sociaux, comme une école, met en lumière l'angle mort gigantesque de la puissance étatique. L'ennemi de l'intérieur, en quelque sorte. C'est ça, la violence juvénile, qu'elle se manifeste par des fusillades, des affrontements de gangs ou la radicalisation express sur les réseaux sociaux, c'est une menace de l'intérieur. Elle ne franchit pas une frontière contrôlée par les douanes, elle naît au sein même du tissu social. Et là, les missiles ne servent à rien. Absolument à rien. L'arsenal militaire et les majorités parlementaires ne sont d'aucune utilité face à la désintégration de la santé mentale d'une génération ou à la perte de cohésion d'une communauté locale. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, hein? Pourquoi est-on techniquement capable de déployer des satellites pour observer des trafiquants de l'autre côté du globe, mais politiquement et logistiquement incapable d'assurer qu'un adolescent puisse traverser un couloir de lycée sans risquer sa vie? C'est la grande question. Pour moi, c'est une faillite de l'imagination institutionnelle. On finance massivement la défense, avec un grand D, mais on gère la société avec des budgets d'urgence et des numéros verts. L'État surréagit militairement, parce que c'est une action mesurable, c'est viril, ça produit de belles images d'infrarouge.
C'est immédiat, oui. Alors que recréer du lien social, financer la psychiatrie infantile, éduquer une jeunesse face au nihilisme numérique, ça prend 20 ans, ça ne se voit pas sur un seul mandat électoral, et surtout ça ne se règle pas avec un drone. Je suis convaincue que l'analyse de cette asymétrie de l'attention de l'État est cruciale. Les gouvernements appliquent les outils du XXe siècle, la force cinétique, la centralisation bureaucratique, la diplomatie verticale. De vieux outils, quoi. Et ils les appliquent à des crises du XXIe siècle, qui, elles, sont diffuses, psychologiques et virales. Une fusillade dans un lycée n'est pas un problème de sécurité physique qui peut être résolu uniquement par des portiques de sécurité ou des gardes armés. Non, ça c'est juste mettre un pansement sur une hémorragie. Exactement. C'est la phase terminale d'une série de défaillances sociales, économiques et culturelles que la machine étatique n'a tout simplement pas les capteurs pour détecter en amont. L'État se retrouve donc à combattre les symptômes plutôt que la maladie. Il décapite l'hydre du narcotrafic dans les eaux internationaux pour éviter d'affronter le désespoir social qui nourrit la toxicomanie chez lui, à la maison. C'est plus facile de regarder au loin. Et il transforme des écoles en bunkers sécurisés pour éviter de se demander pourquoi sa propre jeunesse a soudainement envie de tout détruire. Cette dichotomie illustre vraiment les limites ultimes de ce qu'on appelle le pouvoir. Posséder l'autorité légale suprême, comme un gouvernement majoritaire l'acquiert, ou la capacité de destruction ultime, comme une armée moderne la projette, ça ne garantit en rien la résilience d'une société. Ouais, c'est deux choses différentes. Le pouvoir s'est tellement technicisé et éloigné du citoyen qu'il est devenu excellent pour gérer la géopolitique abstraite, mais terriblement incompétent pour préserver l'intégrité de la vie locale. C'est un constat qui force vraiment à revoir notre logiciel de pensée. Si on reprend le fil de notre analyse depuis le début, le paysage mondial actuel nous offre une sacrée vue en coupe de cette machinerie de l'influence et de l'autorité. Tout à fait. On a d'abord observé comment le pouvoir diplomatique s'évapore lorsqu'il tente de se transformer en produit de consommation individuelle, dépouillé de son armure institutionnelle avec Harry et Meghan. Le marché de l'attention est vaste, mais il n'offre aucune fondation solide. Et nous avons ensuite vu comment cette même machine institutionnelle, lorsqu'elle est maîtrisée de l'intérieur par une majorité politique absolue au Canada, elle devient un moteur de changement législatif fulgurant, capable de modifier la trajectoire complète d'un pays sans l'entrave des compromis habituels. Un pouvoir sans entrave, parce qu'il est projeté au-delà des frontières, commence à tordre les règles historiques du droit international. L'utilisation de frappes militaires contre des cibles civiles criminelles en haute mer par les États-Unis illustre un vrai glissement, d'une justice basée sur le droit vers une doctrine de l'élimination pure et simple. Et ça brouille dangereusement les lignes de ce qui est autorisé ou non sur la scène mondiale. Pour finalement atterrir sur la réalisation la plus sombre. Malgré cette accumulation sans précédent de capacités de projection, de surveillance et de forces destructrices, l'État moderne se révèle complètement vulnérable face à ses propres citoyens. L'incapacité à endiguer la violence systémique touchant la jeunesse au sein même des écoles en Turquie, ça démontre que la sécurité ne peut pas être imposée par le haut avec des blindages ou des décrets si le socle social en dessous est en train de se fracturer. Ce qui amène inévitablement notre esprit vers une réflexion plus large, une pensée qui me hante honnêtement depuis qu'on a commencé à relier tous ces événements ensemble. Je t'écoute. Si les institutions qui régissent notre monde concentrent l'essentiel de leur intelligence stratégique, de leurs milliards de dollars et de leur volonté politique à traquer des adversaires invisibles sur les océans et à solidifier leur autorité dans des palais nationaux, Oui. mais que dans le même temps, la simple garantie de survie d'un enfant dans son environnement scolaire devient une crise mondiale incontrôlable, on peut se demander si l'humanité n'a pas perfectionné le fonctionnement de son pouvoir pour l'orienter de manière obsessionnelle vers les mauvaises cibles. C'est vertigineux. Et les murs de notre forteresse imaginaire ne sont pas seulement invisibles, ils sont peut-être tournés vers l'extérieur pour repousser des monstres pendant que les fondations s'effritent silencieusement de l'intérieur. C'est une remise en perspective fondamentale de l'allocation de nos ressources et surtout de l'attention de nos dirigeants face aux véritables urgences du siècle présent. C'est sur cette interrogation que se clôt notre analyse des mécaniques de l'autorité d'aujourd'hui. À ceux qui nous écoutent, merci d'avoir suivi cette exploration approfondie. Continuez à questionner les évidences, observez là où le pouvoir se concentre, et plus important encore, là où il choisit de regarder ailleurs. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans la complexité de notre époque.